Ah, j'ai découvert que l'esclavage moderne existait encore. On va travailler 17 heures à la suite. Je commence à prendre peur. Attends, bouge pas, Eddie. Bouge pas parce qu'elle est juste là. Ah, il l'a eu. Le truc qui fait switcher, c'est... C'est le devis. Mais pas forcément de bons souvenirs. Et oups, il n'y a pas de brosse, il n'y a pas de balai brosse, donc tu vas brosser ça à la brosse à ongles. Ça, c'est ce que j'ai vécu. À la brosse à ongles. À la brosse à ongles. Salut à tous et bienvenue dans Hors Champ. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Poutier, qui est un chef d'entreprise qui, au-delà des chiffres et des bilans, accompagne les entrepreneurs à se structurer, à prendre du recul et surtout à avoir une vision à long terme de leur entreprise. Donc, si vous démarrez ou si vous êtes déjà en activité et que vous avez besoin de structurer les choses, Sébastien est là pour mettre les garde-fous, le balisage qu'il faut pour la pérennité de votre entreprise. Donc, nous sommes ravis de l'accueillir sur le plateau aujourd'hui et j'espère qu'il va pouvoir vous apporter plein de choses par son profil, par son discours, son partage d'expérience. Un grand merci à Rémi Nabayès, le directeur du Château de l'Abro, qui nous a permis de nous installer dans ce lieu incroyable pour ce tournage. Alors j'imagine que tous les Aveyronnais connaissent, mais pour ceux qui sont pas de l'Aveyron et qui s'arrêtent par ici, passez voir le domaine du Château de l'Abro, c'est juste incroyable. Vous avez un coin spa, détente pour vous faire masser, vous avez une table gourmande, vous avez des lieux pour amener vos équipes en séminaire et bien sûr les chambres d'hôtel qui vont avec. Merci également au studio graphique Prunch à Albi d'avoir travaillé sur toute la partie graphique de l'émission, que ce soit le logo, les petites choses qui s'animent, que vous voyez pendant tout le long de l'émission, c'est eux. Mathieu Hernandez qui est notre ingé son et qui a travaillé sur toute la partie audio de l'émission, que ça soit la partie jingle, que ça soit les petites choses subliminales que vous entendez tout le long de l'émission, c'est lui. Merci beaucoup Mathieu, tu fais un travail remarquable. Si le format de l'émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Hors Champ, à mettre un pouce, un petit commentaire, activer la cloche, comme ça vous serez aussi prévenu des prochaines émissions. En tout cas, on espère que le contenu de cette émission va vous plaire, qu'elle vous apportera des choses personnellement et professionnellement. On se retrouve tout de suite avec Sébastien Poutier qui a le plaisir de nous partager son profil et ses expériences. Salut Sébastien. Salut Yves. Je suis ravi de t'accueillir sur le plateau de Hors Champ. Merci à vous. C'est vraiment super de t'avoir. Est-ce que je vais te dire un petit peu le principe de l'émission. Alors, tu as vu que tu avais un petit buzzer à côté de toi. Ouais. Donc, on a entraîné, nous, une IA, un agent IA qui s'appelle Hector. On l'a appelé Hector. Okay. On a cherché des noms partout, on l'a appelé Hector. Sympa. Tu m'as donné plein d'infos sur toi. J'ai un complice qui m'a donné aussi plein d'infos sur toi. Et du coup, on a entraîné une IA pour générer une série de questions qu'on va te poser. Le principe de l'émission, donc, c'est que tu as ton petit buzzer à côté. Si tu peux botter en touche une fois sur une question, donc tu verras. Je crains le pire. Ouais, au fur et à mesure de notre échange, tu pourras buzzer une fois. T'as pas le droit à 2 buzzers, sinon t'es dehors direct. D'accord, ok. Donc voilà, j'espère que tu vas t'éclater dans cet épisode et que tu vas pouvoir nous partager plein de choses. Ah ouais, je tout suis simplement. Dans un premier temps, pour que les gens comprennent un peu ce que tu fais dans la vie, qui tu es, est-ce que tu peux nous situer sur ton métier, qui est Sébastien Poutier? Qui est Sébastien Poutier? Un personnage complexe probablement. Plus sérieusement, ouais, au niveau du métier, moi j'accompagne les dirigeants des TPE, PME, sur des périodes, on va dire, particulières, soit des périodes de lancement. Ça peut être aussi des périodes de difficultés, souvent qui sont liées à du résultat, ou des problèmes de communication aussi avec les salariés. J'arrive plus à parler avec mes salariés. J'ai l'impression d'avoir tout essayé. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc il y a une dimension de coaching aussi, de pouvoir faire évoluer la posture en fait du dirigeant, peu importe sa maturité dans sa posture même de dirigeant en fait. Il y a ceux qui démarrent, mais il y a ceux qui sont entre guillemets chevronnés. Mais même ceux-là, le monde il bouge et on pourra peut-être le développer plus tard. Mais quand on a le combo de plusieurs générations dans les salariés, les X, Y, Z à manager en même temps, c'est pas forcément facile. Donc ça fait partie des choses que j'essaie de travailler.
Quand tu parles de coaching, parce que, le coaching, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est aider l'entrepreneur à trouver ses propres solutions. Entrepreneur ou personne. C'est ça, ouais. J'ai pas pour vocation à rester toute la vie auprès du dirigeant. En tout cas, le temps qu'il faut. Il y en a, au bout de 6 mois, ils me disent c'est bon, tu m'as permis de passer la vague. Et puis, alors, j'ai des statistiques là-dessus. En moyenne, des personnes qui font mon métier, c'est en moyenne entre 7 et 8 ans d'accompagnement, qui est en fait... 7 et 8 ans? Ouais, 7 et 8 ans. Et c'est énorme. L'argument, en tout cas, leur raison principale qui fait que ça dure aussi longtemps, et c'est pas une surprise, en fait, c'est l'isolement du dirigeant. C'est-à-dire, tout dirigeant qui a vécu, j'allais dire, une décision difficile, il embarque en fait toute l'entreprise et donc tous ses salariés. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire des nuits sans sommeil, ça veut dire potentiellement des difficultés à communiquer au-delà des frontières de l'entreprise. Donc ça veut dire dans le couple, dans la famille. Et là, on a vite fait tout qui s'effrite en fait. Et donc du coup, pour éviter ça, l'idée c'est que le dirigeant ait lui-même le réflexe de pouvoir être accompagné par moi ou par quelqu'un d'autre, peu importe. Mais toute personne, moi c'est souvent ce que je dis, toute personne, on peut voir les succès sur les réseaux sociaux ou autres, à un moment donné, et souvent plusieurs fois dans le cursus, ils se sont fait aider en fait, ils n'ont pas réussi tout seuls. Donc alors ça peut être pas forcément par des professionnels comme toi, mais ça peut être aussi des gens qui sont calés dans l'entrepreneuriat, qui vont donner des conseils, c'est ça que tu veux dire? Tout à fait, ouais. Okay. Ouais. Et tu interviens parce que tu dis, tu parles de problématiques, tu interviens donc dans les entreprises pour certaines problématiques, mais est-ce qu'il t'arrive aujourd'hui d'intervenir quand il n'y a pas de problème, justement, pour fluidifier ce qui est ouais, tout à fait, ouais. C'est pas forcément naturel pour tous les dirigeants, c'est-à-dire que quand on voit que tous les chiffres, par exemple, sont dans le vert, on a un produit qui marche, on a des services qui sont au rendez-vous, et on va parler, par exemple, d'hypercroissance. L'hypercroissance, elle peut présenter un danger. C'est-à-dire que je parle souvent, en fait, moi, du Goliath au pied d'argile. C'est bien vouloir grandir et grossir vite, mais si les fondations sont pas solides, ça peut aussi vite s'écrouler, et là on déchante, quoi. Donc tant que tout va bien, je dirais, ce serait à ce moment-là qu'il faut être accompagné pour que ça dure, en fait, et qu'on puisse avancer en sérénité. Ton parcours perso pour en arriver là aujourd'hui, pour accompagner les entrepreneurs, ça résume à quoi? J'ai envie de te dire que rien n'arrive par hasard en fait. Moi je suis le frère aîné en fait, à ma famille recomposée, etc. Et donc du coup j'ai toujours eu quelque part eu la nécessité, peut-être pour une forme de protection aussi, pour mes frères, mes sœurs. T'as combien de frères? Alors moi j'ai, si on compte tout le monde en composé, j'ai 3 sœurs et un frère. Voilà. Ok. Voilà. Et donc du coup, c'est un peu éclaté, mais bref. Ils sont dans le même, pas le même métier que toi? Non, pas du tout. C'est dispatché dans la région nantaise, etc. Ma famille. On va en parler de Nantes tout à l'heure. Ouais, on va en parler. Ok. On y reviendra. Et non, donc du coup, pour te répondre, comme je disais, rien n'arrive par hasard, c'est que il a fallu que je prenne les devants, il a fallu que un peu protéger justement, notamment mes sœurs, et avancer en étant résilient et toujours un peu avec une curiosité à vif, je dirais, de savoir comment, malgré les difficultés qui se présentent, comment on fait pour pas vriller, quoi. Parce que même encore aujourd'hui, la société, il y a beaucoup d'aspects, que ce soit économiques, on voit que le monde est globalement en train de partir en couille, mais on peut aussi regarder les côtés positifs, parce qu'il en existe plein. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, et je suis humain, c'est pas toujours facile non plus, mais en regardant le côté positif, ça permet de s'élever. On en parlera aussi sans doute, mais je me suis mis à la méditation, donc ça m'a permis de... Il y a un sujet. Il y a un sujet là-dessus. Bon. Je commence à prendre peur. Non, bref. Donc du coup, non. L'idée, c'est dans cette posture un peu de grand frère, c'est de se dire, je suis pas un passionné, moi.
J'ai pas de passion en fait à proprement dit. Par contre, j'aime avoir un rôle dans la société qui porte en fait. Peut-être on reparlera du parcours, mais dans mon parcours, j'ai bossé pour des grosses boîtes et en fait, même si j'ai plutôt eu des succès, grosso modo, on est un numéro, on passe et puis bon, je veux pas dire que les gens vous oublient, mais donc le switch a été ça a été de se dire bah non en fait je vais accompagner, mais je vais accompagner les boîtes qui demain mon boucher, je vais aller acheter ma viande chez mon boucher, le boucher à un moment donné il était en difficulté, je l'ai aidé. Aujourd'hui il vit de son activité, mais il est aussi mon commerçant en fait. Ouais. Il n'est pas simplement mon client. Et tu gardes des relations avec tes clients que tu n'accompagnes plus? Ouais. Tu gardes. Ouais, tout à fait. C'est quel type de relation que tu as? Ça devient des potes ou c'est? Alors ça c'est un point. Parce que j'imagine que je sais pas, des fois dans l'adversité dans une entreprise, il peut avoir aussi des moments de friction parce que tu viens réveiller des gens à un endroit précis. Est-ce que les dirigeants acceptent ça pour la plupart de façon cool? Et est-ce qu'ils gardent un bon souvenir de toi une fois que t'es plus là? Alors. Jusqu'à maintenant, ce qui se passe, c'est que moi j'ai pour règle, si tu veux, de garder la proximité, effectivement, de maintenir la relation. Alors chaque relation est différente en fonction aussi de la personnalité du dirigeant lui-même. Par contre, j'ai une règle qui consiste à dire non, je vais pas devenir ton pote en fait. Je vais pas devenir ton pote. Tu gardes cette distance. Ouais, tu veux garder cette... Ça peut être hyper cordial, ça peut être on peut aller boire des bières ensemble, il y a pas de souci, on peut échanger. Mais je serai jamais ton pote en fait. Qu'est-ce que tu fais pour tes clients que le comptable ne fait pas? Parce que je sais pas si c'est le cas, hein, tu vas nous l'expliquer, mais tu peux être confondu peut-être avec un comptable, avec un financier, un DAF. Mais nous, par exemple, sur notre expérience, le comptable, si tu vas pas chercher les informations, il te les donne pas forcément. Quelle différence tu fais finalement avec un comptable qui a les yeux, lui, dans les chiffres? Alors, effectivement, c'est très clair, en fait, ça fait partie pour moi du top 3. Par exemple, quand je vais discuter avec des professionnels sur des événements divers et variés et que je me présente, et que j'ai pas encore fini de me présenter. La première des objections, c'est celle-là. C'est j'ai déjà un comptable, à quoi vous allez me servir, quoi. Comment tu balayes ça finalement? Comment t'arrives à balayer ça? Je balaye ça assez simplement en fait. Pour moi, on est complémentaires. Je vais pas faire la définition, j'allais dire du dictionnaire du comptable, mais le comptable, déjà son premier rôle, c'est de respecter la conformité légale des chiffres, pouvoir aider par exemple dans le choix du statut juridique d'une entreprise. Ça, c'est des choses que je fais pas en fait. Je peux pointer dans l'analyse financière et économique que je vais faire dans l'entreprise, comme quoi en fait il paye trop d'impôts, donc ça serait peut-être bien qu'il se rapproche à un moment donné de son comptable pour revoir le statut, parce qu'à mon avis ça représente un poste qui vient peut-être pénaliser j'allais dire la rentabilité générale de l'entreprise. Donc ça va être mon rôle en fait, parce que mon rôle c'est quoi? C'est de pouvoir optimiser la performance globale et de l'entreprise, et je l'ai dit tout à l'heure, et de la posture du dirigeant. Si vous voulez une réponse comptable, posez la question à votre comptable. Moi, la différence, c'est quand j'accompagne, c'est moi qui vais poser les questions. C'est, est-ce que tu as pensé à ça? Regarde, là, c'est en train de venir, le vent est en train de tourner, on a encore le temps d'anticiper, là, faisons les choses. La différence, c'est, le comptable, c'est, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai ce montant d'URSSAF. Là, vous allez aller voir le comptable. Ou, je sais pas, en fait, le comptable, il va venir faire du reporting et il a une vision du passé. Donc même les conseils qu'il va pouvoir vous donner à la restitution du bilan, donc la plupart du temps c'est entre 4 et 6 mois après, une fois que l'exercice a été clôturé, il va vous donner des conseils sur du passé. Mais la vraie vie de l'entreprise, c'est pour ça aussi que mon rôle est un peu aussi dans l'opérationnel. Moi je suis auprès du dirigeant en fait tous les mois, une fois par mois, et puis aussi libre à moi et libre au dirigeant lui-même d'échanger entre les rendez-vous, on va dire un peu plus formalisés, pour pouvoir débloquer des petits points
et ne pas subir en fait. Si tu devais résumer en fait ta vie, pro ou perso, tu le choisis, en 3 grandes étapes, tu dirais quoi? 3 grandes étapes. Je fais quoi? Des mots-clés ouais. Ce que tu veux, ce que tu as envie de partager. Structuration, quoi. Structuration, enfin, pareil, les bases. Les bases jusqu'à... Je dirais jusqu'à 25 ans. En 2, je dirais envie d'ailleurs. Je suis parti à l'étranger, je suis parti vivre 5 ans à l'étranger dans différents pays. Toujours pour y travailler. Pays chauds, souvent. Et du soleil et de l'exotisme. Moi, l'exotisme, j'aime bien ça. Et ensuite, une forme de stabilisation. Retour en France, la famille, Okay. Voilà, le cœur, quoi. Parce que je crois que tu as travaillé dans des restos de luxe. Ouais. Je crois que c'est ce que tu avais généré. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Alors, tu me parlais de pays chauds, mais là, quand même, c'était avant. Il y a à Londres. Ouais, c'est ça, à Londres. Bon. Ouais, Londres moyen, ouais. Londres moyen au niveau du climat. Bah, j'étais encore dans la structuration. Voilà, donc qu'est-ce que tu as appris de tout ça, de toute ton expérience justement dans la restauration de luxe? Alors, au-delà de effectivement, l'expérience était dans un restaurant 4 ou 5 étoiles, vraiment très prestigieux, très connu. Je préfère taire le nom, on sait jamais. Mais pas forcément de bons souvenirs. Après, il a dit qu'il pourra mettre des bips. Hein, ou... Ouais. Non, j'ai découvert que l'esclavage moderne existait encore, en fait. Ah ouais? Ouais, j'avais 18 ans. Et on t'explique que là, il n'y a pas de boulot, mais comme ils ne peuvent pas te payer à rien foutre, il y a 40 mètres carrés ou 50 mètres carrés là, de marbre à l'entrée du restaurant qu'il faut brosser. Et oups, il n'y a pas de brosse, il n'y a pas de balai brosse, donc tu vas brosser ça à la brosse à ongles. Ça, c'est ce que j'ai vécu. À la brosse à ongles? À la brosse à ongles. Je l'ai vraiment vécu, comment tu nettoies avec une brosse à ongles? Et tu prends ta petite bassine et puis avec du savon, puis tu brosses. On était 2 ou 3 à faire ça là. Et tu fais ça pendant combien de temps? Tu fais ça entre deux batchs, là, entre deux équipes là, entre 2 services en fait. Et je sais pas, on a dû y passer 4 heures, 5 heures à faire ça, ouais. Et comme j'étais à Londres, j'étais tout seul, j'ai 18 ans, premier départ à l'étranger. T'as besoin de thunes quand même, parce que Londres, c'est quand même une ville où la vie est chère quand même. Et donc, du coup, tu fais pas le malin, tu fais ce qu'ils te disent. Mais bon, à un moment donné, j'ai quand même une petite nature rebelle et je vois assez lucide sur ce qui était, on va dire, dans le cadre de la normalité, ce qui était acceptable ou pas. Et là, bon, j'ai fait le truc, mais il y a des choses que je sais pas si je peux dire en fait face à la caméra. Ouais. Je suis revenu avec 2-3 copains parce que j'ai eu des petites menaces, si tu veux, de pas pouvoir être payé, tout ça. Mais carrément. Mais ouais. Pour quelle raison? Parce que j'ai souhaité rompre le contrat. Et eux avaient un contrat avec un cabinet qui m'avait recruté, donc du coup pour être leur main d'œuvre en fait. Et t'as voulu rompre le contrat justement parce que tu faisais des trucs. Ouais, voilà. Une autre fois, ils ont voulu. On était plusieurs, hein, mais travailler 17 heures à la suite, quoi, sans s'arrêter, quoi. T'as travaillé dans plusieurs établissements ou un seul? Là, c'était juste un passage sur. Je suis resté 2 mois en Angleterre. Une expérience exotique déjà. Exotique, non, c'était. J'en garde pas que des mauvais souvenirs. La lime à ongles. Ouais. La brosse à ongles. Brosse à ongles. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu as, ça me fait rebondir à cette question, du coup, que me pose Hector, c'est qu'est-ce que tu as gardé de tes années à l'étranger? Alors, Londres, mais, parce que même si ça a été, j'imagine, Londres, quelque chose d'assez, chelou à vivre. Ouais. T'en as certainement gardé quand même des choses, non? Ouais, tu déconstruis un petit peu tout ce que t'as appris, j'allais dire la culture française, etc. Parce qu'il y a d'autres façons de vivre la vie, il y a d'autres façons. Londres, c'est clairement cosmopolite, ça avance à 200 à l'heure. Après, à toi de voir si tu veux vivre à ce rythme-là ou pas, mais il y a toujours des propositions pour aller toujours plus haut, plus fort et plus extrême. Donc voilà.
Et à 18 ans, t'as envie d'essayer des choses, mais à un moment donné, faut revenir sur du raisonnable. Donc non, je dirais ouais, ok, why not pour plus tard réessayer une expérience ailleurs. Et effectivement, je l'ai fait. Donc 18 ans, c'était Londres. Je suis reparti à 30 ans. Je suis reparti en Australie, donc un peu plus loin. Parce que j'avais d'ailleurs, sans transition, une petite frustration par rapport à l'anglais. Je me traînais ça au boulot, donc je voyais des documents techniques et tout ça, et bon, je galérais à converser. Et puis il y avait des opportunités d'affaires aussi sur des postes bilingues que je pouvais pas. En Australie? Sur la carrière, entre 20 ans, pour faire simple, entre 22 et 30 ans, j'aurais pu évoluer sur certains postes, mais qui nécessitaient de parler anglais, et je parlais mal anglais. Donc j'ai pris quelques cours avec une connaissance, donc je le payais à coup de pinte au pub, parce que la meilleure façon de parler anglais, c'est quand t'as un petit coup dans le nez, c'est pas mal. Ouais. Et donc du coup je suis parti comme ça, un peu bancal, mais avec quelques notions, on va dire un peu plus avancées que ce que j'avais quelques années auparavant. Et je suis parti en me disant, ok, je pourrais retraverser la Manche, ça me coûterait pas cher. Mais en fait, j'ai dit, ok, je vais plutôt me donner une barrière supérieure, une barrière qui va être à distance, qui va être le coût que va me coûter ce voyage. Donc l'Australie, on peut difficilement faire plus loin. Et je suis parti à 1 an, plutôt dans un état d'esprit de trouver un boulot dans l'aéro, puisque j'avais fait ma première partie de carrière dans l'aéronautique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment t'es passé finalement d'un métier jeune? Alors c'est la partie hôtellerie à l'hôtellerie, c'était de la saison, hein. Après ouais, c'était vraiment pour faire la main, de l'expérience, un peu de pognon, de la langue. Pognon, langue déjà, ouais. Clairement. Peu de moyens, donc effectivement à cette époque-là plutôt traverser la Manche. Mais ouais, la langue, parce que ouais, ce truc de l'anglais, je voyais bien que ça pouvait quand même être une carte à avoir dans son jeu. Et avec du recul, aujourd'hui, c'est quelque chose qui... oui, ça m'a ouvert plein de portes, hein, d'avoir de l'anglais. Et donc du coup, pour revenir à l'Australie, je suis parti en Australie plutôt dans une logique de trouver un job dans l'aéro. J'ai été voir les chasseurs de tête, j'ai été voir les cabinets, et à chaque fois, c'était la même réponse. Vous avez un joli CV, et monsieur, pour les discussions au quotidien, et notamment les discussions techniques chez nos clients, donc des plus ou moins grands comptes aéro, donc j'étais sur Melbourne, moi, ça va pas le faire, quoi. Donc du coup, là, il y a de nouveau cet aspect de résilience, c'est-à-dire que là, je suis en train de me prendre des claques. J'avais la conviction, la motivation, je suis gonflé à bloc, mais il y a quand même une réalité à laquelle je dois faire face, c'est je ne suis pas suffisamment bon en anglais pour pouvoir être légitime sur des postes, on va dire équivalents à ce que j'aurais pu trouver en France, mais en parlant anglais. Donc du coup, là, le switch, il s'est fait en disant, c'est pas grave, maintenant je suis là. Et c'est aussi quelque chose que j'ai appris en expatriation, c'est que ça sera jamais le pays et les gens qui viendront s'adapter à toi, mais c'est toi, étranger, qui dois t'adapter. Et ça change tout. Aujourd'hui, en France, on le voit pas, ça, mais quand il y a des étrangers, on voit pas ce que ça peut représenter de s'intégrer dans une culture et dans un rythme de société, quoi. Pouvoir aller dans des groupes et être intégré, franchement, c'est pas simple. Et là, je parle de l'Australie, qui reste quand même un pays, c'est pas non plus... c'est des Anglais, quoi. Mais ça a été compliqué. Et puis, en plus, le français, là-bas, est vu comme le French kiss et tout ça. Les hommes australiens nous voient arriver comme des concurrents directs. Donc, on connaît pas forcément... ils ouvrent pas leurs portes facilement, quoi. Voilà. T'aurais aimé recevoir un conseil dès le départ en te lançant, s'il y avait un conseil que... En partant à l'étranger? Ouais, en partant à l'étranger, en partant dans ta vie pro, dans ta carrière, dans ton... Ouais. J'en ai eu déjà des conseils, mais le conseil, c'est fais tes tentatives, écoute, mais reste maître de tes décisions. Il y a beaucoup de bruit, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit, que ce soit sur les réseaux sociaux, tout ça, on entend plein de conseils, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut pas faire. D'ailleurs, moi-même, j'en prodigue. Mais c'est pas... pour moi, je fais une différence entre les donneurs de leçons
et ceux qui vont vraiment être, j'allais dire, dans une ouverture d'esprit et de conseils. J'ai une petite phrase fétiche, moi. Ma petite phrase fétiche, c'est... Peut-être qu'elle est notée là, mais vas-y. Ah ouais. Vas-y. Une petite phrase fétiche, c'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère que j'ai pas la capacité, que ce soit intellectuelle, physique, psychique ou ce qu'on veut, à pouvoir répondre à une demande, je vais pas dire que je vais le faire, en fait. Je préfère réduire la voilure et effectivement honorer ce que je vais faire, que ce soit en quantité de travail, en délai, etc., plutôt que de promettre en fait des choses sur lesquelles je suis fragile. Tenir ou tu pourras, où t'as moins de connaissances. Ouais, voilà, c'est vraiment pour moi une philosophie que je garde et ça marche dans la famille aussi, hein, auprès de mes enfants. Si je dis, je prends un exemple. Je parle à mon fils, tiens chérie, est-ce que ça te dirait que je te fasse une cabane pour ton anniversaire? Il me dit oui, la banane jusque-là, je vais pas lui dire, j'ai pas eu le temps en fait. Ouais. Je vais lui faire la cabane. Ouais. Et je lui ai fait une cabane. Mais parce que pour moi, je le vois jouer tous les jours dans sa cabane et c'est quelque chose qui... Ça me fait rebondir à une question que m'a posée Hector plus bas, c'est que, alors le complice, m'a suggéré que quand ton enfant en fait découvrait quelque chose, tes enfants découvraient quelque chose ou obtenaient quelque chose de nouveau, des fois devant cet émerveillement, toi t'avais des fois un petit peu la larme à l'œil. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis insensible moi. Un hypersensible. Ouais, je suis hypersensible. Je suis hypersensible, alors ça a ses forces et ça a ses faiblesses d'être hypersensible, mais moi je crois, parce que là on est en train d'échanger en humain, mais avant nous il y avait tout un monde en fait qui existait, puis il y aura un monde demain aussi qui nous attendra pas. Et je pense qu'on vit avec des éléments, et donc du coup je suis assez attentif à tout ce qui peut se passer en fait, que globalement avec les éléments extérieurs et effectivement, je fais une différence entre l'hypersensibilité et l'émotivité. Moi, c'est pas tout à fait la même chose. L'hypersensibilité, c'est savoir capter les choses, mais on peut... c'est pas forcément garder du contrôle, mais c'est en tout cas... apprécier les choses telles qu'elles sont, en fait. Ouais, et après, à l'intérieur, tu décides d'en faire ce que tu veux. Exactement. En fait. Et pour moi, j'ai pas de problème à verser une larme quand je vois quelque chose qui est de l'ordre de... à mon échelle, en tout cas, et ce que je peux vivre à l'instant T de l'ordre de l'émerveillement, en fait. Aussi minimaliste puisse être. Alors, tu as acquis de l'expérience au fur et à mesure avec les clients que tu accompagnes. Est-ce que c'est quoi finalement le plus gros doute que tu as eu quand tu as lancé ta boîte? Ouais, le plus gros doute, c'est est-ce que je vais être en capacité, j'allais dire, intellectuelle, de pouvoir switcher, puisqu'on va dire en moyenne, je vais suivre une vingtaine de clients. D'ailleurs, versus le comptable qui lui est plutôt sur une moyenne de 300-400 au passage. Ouais. Donc on n'est pas du tout sur le même type d'accompagnement. Ça va être de switcher sur à la fois d'un dossier à un autre. Et quand je dis ça, c'est aussi dans la maturité de l'accompagnement. C'est-à-dire que je passe effectivement d'un dossier à un autre, mais il y en a un où on démarre tout de suite et où il y a encore des appréhensions. Et on va dire la position du dirigeant, ça va être, même s'il a signé, de me challenger. Alors que j'ai d'autres dossiers tout aussi complexes ou peut-être plus complexes. Mais par contre, la confiance est déjà là. Et donc, du coup, ça va être de dire, OK, où est-ce qu'on en est et pouvoir, comme je le disais, il y a les rendez-vous formels tous les mois, mais il y a aussi le petit coup de fil qu'on reçoit. Là, j'ai ça qui se présente. Donc, ça peut être une merde ou ça peut être une opportunité. Seb, j'y vais ou j'y vais pas? Et là, faut savoir tout arrêter. Mais c'est aussi ta force d'avoir des dossiers complètement différents. Et parce qu'il y a certainement des tips que tu prends, des choses qui arrivent chez un client que tu vas... tout ça apporte de la richesse pour accompagner un autre client. Mais clairement, en fait, c'est à la fois mon kiff de pouvoir switcher et aussi une difficulté, mais c'est hyper enrichissant. Et effectivement, ce qui peut faire bénéficier
le client Y par rapport au client X. C'est que même s'ils sont pas, alors moi j'ai aussi cette règle dans l'accompagnement, c'est que je prends jamais deux sociétés qui font qui ont le même cœur d'activité. Ah, t'as pas de métier similaire? Non, je me l'interdis en fait, puisque après il y a conflit d'intérêts. Je peux pas donner par exemple des conseils de développement commercial à une société. Par exemple, je vais prendre un exemple d'une menuiserie. On va l'appeler menuiserie A. Donc il progresse sur ça, et la menuiserie B a, je sais pas moi, 30 bornes de la menuiserie A, et lui prodiguer les mêmes conseils. À un moment donné, ça va pas le faire en fait. Donc ça, je me l'interdis. Donc ça, c'est quelque chose que tu valorises quand tu... oui, clairement. Et que je contractualise. Clairement, c'est écrit dans les contrats, alors sur une limite géographique, parce que qui est quand même de plus d'une heure, je crois, de mémoire. Oui, tu peux avoir un menuisier, par exemple, en Aveyron ou dans le Tarn, et puis un menuisier en Bretagne, par exemple. Alors, je reste régional, moi. C'est-à-dire qu'en fait, je sais plus si je l'ai dit, mais je suis basé à Montauban. Et donc, je rayonne, on va dire, jusqu'à 1h40, 2h. Donc je peux venir jusqu'à Rodez pour les différents accompagnements. D'accord. Alors il y a une question qui est intéressante, c'est quand tu arrives dans une entreprise, qu'est-ce que tu regardes en premier? Dans l'échange en fait, qui va être l'échange commercial en fait, je pose un certain nombre de questions aux dirigeants. C'est déjà, est-ce qu'il est prêt à faire ça? Est-ce qu'il est prêt à ce que je lui pose des questions qui vont le mettre mal à l'aise, parce qu'il va y en avoir. S'il est prêt. Et la plupart du temps, on va dire, quand même globalement, ce qui revient chez les prospects, donc du coup qui deviennent mes clients, c'est on a envie de bosser avec toi et ouais, on va prendre des claques, mais en fait là on a l'impression d'avoir tout essayé. T'es là pour les mettre aussi, les claques, non? Tu mets des vraies claques des fois là? Des fois, tu arrives devant un client et tu supportes plus et tu dis c'est pas possible, il se réveille pas. Ouais. Et là, tu mets des grosses claques, quoi. Ouais, je mets des grosses claques. Alors, en fonction de, des fois, ça peut être, c'est aussi cette formation que j'ai d'agilité comportementale et d'intelligence émotionnelle, c'est de savoir, je suis humain, hein, donc il y a des choses qui me gonflent parce que je l'ai répété plusieurs fois, et en même temps, il faut que je sache qu'est-ce que traverse réellement le dirigeant, quoi. C'est-à-dire que, et je vais aussi parler de ça, c'est-à-dire que pour moi, je fais vraiment une grosse différence entre la bienveillance et la complaisance. On peut être bienveillant en fait en étant un peu dur en fait, parce que l'idée c'est de sortir. C'est justement un peu ça. Tu sais, quand on dit moi j'ai un ami qui m'a sorti quand j'étais plus jeune, si moi je te le dis pas, qui va te le dire? Et ça en fait c'est une phrase c'est Nicolas, salut Nicolas si tu regardes cette émission, il m'a sorti ça et moi ça m'a toujours suivi. Voilà, je me suis toujours orienté vers des gens qui me disaient les choses, parce que je pense que ceux qui te disent les choses, c'est ceux qui peuvent avoir justement un lien et un conseil bienveillant envers toi. Oui, pas ceux qui le disent pas. Alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors là tu prends un exemple et puis après je finirai de répondre à ta question initiale, mais tu prends un exemple qui est vachement parlant pour moi, parce que si je le transpose dans l'accompagnement des dirigeants, je vais parfois entendre, j'ai eu le conseil de mon pote. Donc là on parle vraiment des conseils de ce qu'il faudrait faire dans la boîte. Sauf que le problème avec ça, c'est que le pote, la femme ou je sais pas qui, ne va avoir qu'une partie de la problématique. C'est-à-dire que peut-être, et même sûrement, ces personnes-là sont plus proches, en tout cas, j'allais dire, de manière empirique avec le dirigeant, parce qu'ils le connaissent, soit encore mari et femme ou meilleurs potes, mais ils vont avoir qu'une partie de l'iceberg, en fait. Et ils savent pas forcément comment leur ami se comporte typiquement avec ses salariés. La schizophrénie, ça existe. Hein. Je le vois, je vais pas exagérer, je le vois pas régulièrement, mais ça existe. De se mettre dans une personnalité quand on est en entreprise, quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'avoir d'être comment dire, force de proposition, et effectivement de pouvoir se dire les choses franchement. Et ça fait un pont direct avec d'ailleurs l'isolement du dirigeant. C'est qu'il y a l'isolement dans les prises de décision, mais il y a aussi l'isolement de se dire, en fait, j'ai jamais eu de contre-pouvoir. Ça fait 15 ans que je suis à la tête de ma boîte, j'ai toujours fait comme moi j'ai décidé de le faire, mais est-ce que c'était vraiment les bonnes décisions?
Et t'as déjà évité un crash chez un de tes clients? Alors T'as vu arriver un mur mais gigantesque. Ouais. Et vous avez vraiment freiné à temps. J'ai plusieurs exemples en tête. Ouais, tout dépend de quel type de crash on parle, mais je vais en donner deux. Premier crash chez donc un client là qui fait 1 million de chiffre d'affaires, et ça fait 2 années de suite qu'il fait donc en décroissance en fait son résultat, moins 30 000 en 2023, moins 60 000, donc il a doublé sa perte en 2024. J'interviens là donc en début d'année. Et dans l'analyse, bon, il y a des choses assez évidentes qui sortent, des choses où il me dit pas touche, voilà, clairement. Par contre, moi, mon rôle, c'est de le signaler. Donc, pas touche, c'est lié à l'actionnariat, qui est souvent des cordes sensibles dans l'entreprise. Et une des cordes, par contre, qu'on a touché, c'est, typiquement, tu as 2 commerciales, et il y en a une, donc une commerciale sédentaire, un commercial terrain. La commerciale terrain, elle te bouffe du pognon, en fait. Donc, faut licencier. Ouais. C'est pas des décisions qui sont faciles à prendre. J'imagine que tu as des clients des fois qui sont dans le déni total. Comment tu gères ça? Quand ils arrivent pas à mettre à être open sur la réalité que tu leur exposes, qui est une vraie réalité. Ouais. Comment tu gères ce client qui finalement ça. Ouais, alors c'est effectivement ça. Effet d'autruche en fait. Ouais, non, c'est fait. Donc en fait, ce qui se passe souvent, ce que je fais avec ce genre de situation, et ça va dépendre de la criticité de ce qui est en train de se jouer aussi. Hein, c'est-à-dire que je vais taper plus ou moins fort du poing sur la table. Et ça va être de dire, ok, on va faire un deal. Donc ce que je te propose, aujourd'hui, tu l'entends pas. Donc toi, dirigeant, qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi ton plan? Donc il m'expose son plan. Je dis ok. Donc toi, tu me dis ton plan, on va faire ci, on va faire ça, et tu me dis que les effets, on va les avoir à 3 mois. Donc dans 3 mois, on devra avoir, je sais pas moi, plus X% par exemple de marge brute sur une des activités de la société, parce que c'est ça qui pénalise la société. Moi, j'y crois pas, et je t'explique pourquoi aujourd'hui. Mais t'es tellement fermé qu'on va faire quand même ce que tu dis. Par contre, rendez-vous dans 3 mois. Et le deal, c'est, si dans 3 mois, on n'a pas le X pourcentage que tu annonces aujourd'hui, on fait à ma façon. T'es OK avec ça? Ouais, ça peut être super dangereux, non? Quand tu as ça peut être super dangereux, je m'entends, hein. Mais des fois, toi, tu dois te rendre compte qu'il se casse la gueule avec son schéma. Ouais, mais malheureusement... Tu penses qu'il est obligé de passer par cette phase? C'est un peu, en fait, il est obligé de le... Même si je vais lui dire, donc par des mots, il y a certaines personnalités, certains types de fonctionnement qui ont la nécessité de prendre le coup, de voir les choses, la réalité par les chiffres en fait. Et il y a que ça qui. Il y a que ça qui. Donc une fois qu'ils se sont rendus compte, parce qu'ils ont quand même une mémoire, qu'ils sont pas au rendez-vous et que je leur avais dit attention, là ça va continuer à dériver et que ça dérive effectivement. Là on retrouve un peu d'humilité. Et on retrouve un peu plus de cohésion entre nous, et là on avance, et donc du coup la confiance renaît, et on avance comme ça. C'est pas un long fleuve tranquille non plus. Et tu as un truc qui crée des déclics chez les gens? T'as un truc à toi là que tu veux nous partager qui, bam, ça fait switcher le chef d'entreprise, et il se dit ouais tiens, lui il faut que je l'écoute. Le truc qui fait switcher, c'est c'est le devis. Non, mais parce que j'ai mesuré, on va dire, les effets, parce qu'encore une fois, je fonctionne beaucoup par anticipation. J'ai mesuré les effets et je sais que, allez, peut-être pas, encore une fois, à la virgule près, mais que la situation elle risque d'arriver à ce point-là, à peu près à cette période-là, et que j'ai annoncé et que ça se passe effectivement. Là, il se dit putain, mais comment il a fait pour voir le truc en fait? Et après, on part. En plus, toi, t'es extérieur, t'as pas la tête dans le guidon comme le chef d'entreprise, donc il y a forcément des choses que tu captes que lui. C'est une des forces, en fait, hein, c'est-à-dire que, et c'est, alors, une de mes forces, et j'allais dire, une des faiblesses des fois de diriger sa boîte et de vouloir tout faire. Il y a encore des patrons qui veulent, qui veulent, et puis certains n'ont pas le choix, malheureusement, de devoir tout faire, le RH, l'opérationnel, le stratège, tout ça. Et sauf qu'en fait, un patron de TPE ou PME, souvent en fait, ce que je dis, c'est qu'un conseil seul, il va l'entendre au moment où il est donné. En fait, il rentre là, il ressort là.
Et parce qu'en fait, son quotidien, moi, je prends souvent cette image de la machine à laver, en fait, il repart, il a une nouvelle couille à gérer, en fait, dès le lendemain. Et finalement, le conseil, il va un peu plus bas dans les dossiers, et puis, le mois d'après, on fait un point, et, non, je l'ai pas fait parce que. Ça, c'est aussi un truc. Moi, je dis aux dirigeants, tu peux m'expliquer. Mais tu feras pas avancer ta boîte à coup d'excuses, en fait. Soit tu dis, on prend le taureau à bras le corps, et il y a une vraie raison de s'occuper de ça. On avait défini ensemble le top 3, le top 5 des choses à faire sur les 3 mois à venir. Et sur les top 5, en fait, tu me dis, j'ai fait que ces 2-là. Et puis pour les 3 autres, tu m'expliques pourquoi tu l'as pas fait. Mais en fait, la vraie raison, c'est que soit t'as pas la compétence, soit t'as pas l'appétence de le faire. Et donc, du coup, faut bien qu'on prenne cette dimension en considération, parce que si t'as pas l'appétence et ou pas la compétence, ça veut dire que c'est soit moi qui m'en charge, soit tu prends une ressource extérieure pour t'en occuper. En tout cas, ton entreprise, elle en a besoin. Ouais. Et si t'as pas compris ça, tu vas prendre. C'est la difficulté de penser entreprise et pas perso, quoi. C'est ça. Je te propose, Hector nous a, mis à disposition quelques contradictions et particularités sur toi. J'en ai quelques-unes. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que ça, la prochaine question rebondit bien, fait bien référence à celle-ci. On m'a confié que tu étais du genre à avoir quand même pas mal d'idées, mais des fois tu attaques 100 choses en même temps, mais t'en finis pas certaines. Comment t'arrives à juger ce qui est important, ce qu'il faut que tu finisses? Comment ça se passe dans ta tête? Waouh, là ça. Parce que là j'hésite quand même. Tu peux, hein, t'en as qu'un. Alors fais gaffe parce qu'il y a des questions après. Ouais, j'hésite. Non, j'essaie de répondre quand même. Non, mais notamment, j'ai une propriété avec effectivement plein d'idées. Que certains pourraient croire j'ai une maison d'architecte. C'est pas une maison d'architecte. J'ai participé au plan et c'est vrai qu'elle ressemble pas à la maison de Monsieur Tout le Monde, ma maison. Mais bref, et donc du coup, effectivement, j'ai des chantiers et puis typiquement, je vais prendre un exemple concret. J'ai voulu et je veux, j'ai voulu et je veux toujours. C'est pour ça que effectivement, c'est pas fini, mais pour répondre, c'est monter une serre chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, j'ai ce côté un petit peu sur l'émission là sur France Inter, je crois, sur les épaules de Goliath là. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, l'idée, c'est de se dire si tout pète demain, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'ai une maison, j'ai 2 puits. Je peux connecter l'électricité au tableau. Tu veux dire, toi, ton truc, c'est de vivre, pouvoir vivre en parfaite autonomie. C'est pas un souhait, comment dire. Non, mais s'il arrive une coquille, je veux dire. Ouais, s'il y a une coquille, je prends n'importe quoi, avec madame, on prend une plaque gaz, on prend une plaque. T'as construit un bunker chez toi ou pas? J'ai pas un bunker. Tu sais qu'à l'époque, ouais, ou bunker, à l'époque, aux États-Unis, ça a fait fureur, non? Ouais, le survivalisme. Ouais. Bon, je me considère pas comme un survivaliste. Mais par contre, effectivement, dans tous mes choix, je prends l'exemple de ma propriété, là, de ma maison, il y a un poêle à bois. Un poêle à bois, puisque je vis dans un bois, en fait. Il y a pas d'électricité. Parce qu'en fait, c'est bien joli, les poêles à granulés et tout ça. Mais avec les petits clapets électroniques et tout ça. Mais s'il n'y a plus d'électricité, tu peux plus faire fonctionner ton poêle. Donc, tu crois que ça peut arriver? Tu crois qu'on peut avoir un crash? Ouais, je pense, ouais. Je pense que, en plus, franchement, en France, on est un peu... Il y a une énorme mouche, alors je dis, qui passe depuis tout à l'heure, mais elle fait partie... Attends, bouge pas, Eddie. Bouge pas parce qu'elle est juste là. Ah, il l'a eu. Je l'ai eu? Yes. Ouais, putain, je l'ai eu, elle est là. Et t'as eu le t-shirt avec? Alors là, voilà. La mouche est là. Bon, désolé. Elle faisait partie de la technique. Ouais. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait réduire des effectifs. Voilà. Ça, c'est fait. Pardon. C'est radical. Ouais, non, du coup... Mais il est costaud, Eddie, hein, c'est... Donc la serre, pour revenir à la serre, elle est faite à 50%. Et effectivement, les 50% pour la finaliser, je sais pas quand. Je sais que je veux la finir parce que je vais toujours au bout des choses.
Mais la vie avec 2 enfants en bas âge, tout ça, bah, il y a un moment donné, tu veux pas passer. Peut-être parce que tu mets des priorités aussi à des choses très très importantes. Bah clairement, c'est vrai qu'à chaque fois, tu me dis des choses. J'ai été dans des clubs d'affaires, etc., avec des gens très intelligents, hein, des gens qui viennent des grandes écoles et tout ça. Et il y a une phrase qui est quand même souvent revenue. C'est la suivante, c'est si j'avais su. Si t'avais su quoi? Eh oui, mes gamins, aujourd'hui, ils ont 11 ans et 8 ans, et j'étais à fond, et en fait, ils ont 11 ans et 8 ans, j'étais jamais à la maison. Et franchement, c'est un des plus gros regrets de ma vie. C'est ce qu'ils me disent, c'est ce que j'ai entendu, en fait. Ouais. Moi, je veux pas faire partie de ce club, clairement. C'est-à-dire que, peu importe si c'est pour avoir du prestige, etc., moi, mon prestige à moi, c'est de pouvoir être auprès de mes enfants, pouvoir aller chercher à l'école, et de pouvoir partager des moments qui sont les moments, clairement, si tout pète, ces moments-là, ce sera Tu les as vécus, quoi. Exactement. Alors que bon, d'avoir, je sais pas moi, 200, 300 000 euros sur son compte en banque, c'est très bien, hein, matériellement, ça sécurise, permet de remplir le caddie, mais par contre... ouais, il y a des moments que t'achètes pas. Ouais, il y a des moments que t'achètes pas. Le temps, il passe. Ouais, complètement. Le temps, il passe. Je suis d'accord avec toi. T'as un petit rituel secret. Alors, est-ce que tu médites vraiment tous les matins ou est-ce que tu le fais quand tu y penses? Je le fais quand j'en ai besoin. Ouais. Okay. T'en as souvent besoin? J'en ai souvent besoin. Ouais. Comment tu fais? Tu t'installes j'ai un rythme assez infernal la journée. Donc la journée démarre, emmener les enfants à l'école, tout ça, le boulot, le midi, la pause c'est entre 30 minutes et 1 heure max, et puis le soir rebelote, le sport des enfants, l'école, etc. Et puis jusqu'au coucher. Et puis après, c'est bien de passer un peu de temps quand même avec madame, changer comment ça s'est passé ta journée, etc. Et donc du coup, le seul moment que je trouve pour méditer, c'est quand tout le monde est couché, quoi. Donc mon moment de méditation, il commence à 11h du soir, souvent. C'est plutôt bien, non, pour c'est bien ça. S'endormir, ouais, voilà, passer une bonne nuit. Exactement, ça apaise. Tu sens que ça t'aide beaucoup, ça? En fait, pour moi, la méditation, elle permet d'élever ma conscience, en fait, sur les événements. C'est-à-dire qu'on peut tout. Je pense que tout le monde a connu ça. C'est tu te mets en colère sur des trucs qui t'arrivent et tout ça. Mais quand tu fais de la méditation, tu prends ce même événement qui a pu se passer dans la journée, et puis tu prends de la hauteur. Ouais. Et tu te dis, en fait, non, en fait, c'est pas grave. Quoi, cette histoire de couteau sifflé, toujours dans la poche? Ah. Bah ouais, je pense que c'est lié au survivalisme, hein, mais ouais. Ça va avec la serre. Ça va plutôt. Tu l'as là dans la Non, je l'ai pas pris sur moi d'ailleurs aujourd'hui. Je me rends compte que tu vois, je l'ai pas pris sur moi. Je l'ai pas tous les jours. Je l'ai souvent, mais non, c'est un couteau en fait. Tu peux faire plein de trucs avec. Bon, le sifflet un peu moins, mais tu peux tailler un bout de bois. Tu peux. Non, je sais pas. C'est mon petit truc. C'est un petit truc pareil. Pouvoir se débrouiller si tout pète en fait. Mais je pense que c'est un peu de la psycho. Mais, donc quand tu te balades en forêt ou autre, ouais. T'as toujours ton petit couteau sifflet. Et tu l'as tout le temps ou il y a des moments où tu l'oublies comme ça Non, je l'ai pas tout le temps quand même. Je suis pas aussi. À l'aéroport par exemple, tu l'as pas. Par exemple, ouais. Faut m'éviter. Ouais. D'accord. Ça dépend des aéroports. Ça se trouve il y en a qui te le laisseraient passer. Mais... Ouais, non, mais je veux pas tenter ça. Okay. Ouais. Tu veux pas perdre ton couteau sifflet. Tu m'as raconté une petite anecdote. Tu vas nous expliquer comment tu l'as géré. À une certaine époque, t'as laissé ton bulletin de salaire dans la photocopieuse. Ouais. Heures, mais bon, je pense qu'il sera pas utile, là, ça va être marrant. Non, je vais pas buzzer. Je vais affronter. C'était un contrat de travail, exactement. Et je viens de signer le contrat, et donc du coup, comme j'aime bien toujours sécuriser mes affaires, je décide de scanner donc du coup le contrat pour le mettre dans mon PC. Et sauf que je rentre dans une société qu'il faut redresser, et donc j'interviens là en consultant. En fait, c'est un contrat de. Ah, t'es pas employé de la société. J'ai un contrat de prestation, et là, malheureusement, j'ai un des salariés qui ouvre
qui ouvre le copieur et qui tombe sur le contrat. Donc évidemment, il a fait le tour de la société et tu te rends compte, il est payé ça, nanana. Donc de la jalouserie, etc. Après, clairement, je vais pas dire que c'était pas cher payé, mais par rapport à la dimension de la mission que j'ai menée, ça valait largement ça, quoi. Et du coup, parce que tu dis que t'en as fait une force. De quoi D'avoir laissé ce bulletin de salaire. Ouais, en fait, finalement, t'as retourné la situation et t'en as fait une force pour oublier ça. Clairement, en fait, c'est-à-dire que ça faisait une raison de plus, si je devais le faire, de prouver à toutes les personnes qui étaient dans cette société-là que j'étais pas là pour plomber les chiffres de la société, mais bien au contraire pour les aider et le faire de manière concrète. Donc ça a été une transformation énorme pour la société. Cette société-là, j'ai adressé plus d'1 million d'euros en 21 mois. Donc c'est quand même pas une paille, hein, si j'étais pas intervenu. Alors j'ai pas fait pareil. Je restais modeste, mais je l'ai pas fait tout seul. Par contre, que ce soit le gérant, des actionnaires ou même le directeur de production, tous ont reconnu que, sans moi, ils auraient pas réussi, quoi. Donc c'est quand même une certaine fierté. Ouais. Je veux pas minimiser non plus, quoi. Il y a des jours où tu as eu envie de tout plaquer. Où tu t'es dit, je fais plus ça. Il y a des jours où il faut quand même écouter son corps et de se dire, là, il faudrait envoyer du lourd. Mais non. En fait, t'as pas l'énergie, donc respecte-toi. En fait, il y a de l'enjeu, mais ça se joue pas à la journée près non plus. Ouais. Donc récupère de l'énergie, respecte-toi, va te détendre en forêt, fais quelque chose pour pouvoir aussi s'oxygéner. Parce qu'en fait, tu peux pas vivre en apnée et dans l'effort continu, ça marche pas pour personne en fait. Hein. Je sais pas. Donc envie de tout plaquer, non. Par contre, avoir des choses, je prenais l'exemple tout à l'heure des choses récurrentes qui vraiment me gênaient, tu vois, l'accompagnement, je disais, des grosses entreprises où tu redresses entre des centaines de milliers d'euros, tu aides à recruter, tu fais plein de choses super pour l'entreprise, et finalement, tu n'es qu'un prestataire, et tu passes, et finalement, ça n'a pas d'impact sur ce que peut être le quotidien de monsieur tout le monde. J'ai été aider des sociétés dans l'aéronautique pour faire des jets privés, dernier cri, tout ça. Dans mon quotidien, ça pèse pas beaucoup, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des choses où à un moment donné, faut regarder la vérité en face et te dire, non, ça, j'ai plus envie de le faire. Faut être honnête, quoi, c'est tout. Est-ce que tu peux nous expliquer l'expression attire le sel? Ça m'intrigue parce que on parlait de Nantes tout à l'heure. Et le complice me disait, mais au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il voulait dire par attire le sel. Non, je sais pas répondre à ça. Tu sais pas, Non. J'ai appuyé. T'es sûr, hein, ça y est, c'est mort. Ouais, hein. j'ai Là, c'est fait, quoi. Ouais, j'ai appuyé. Tu penses qu'un jour, tu reparleras à ton papa? Ouais, j'aurais pu buzzer là-dessus, mais non, du coup, j'ai pas le droit. Donc, est-ce que je reparlerai à mon papa? Ouais, c'est vrai qu'on a clashé. Ça fait 20 ans, J'ai 24 ans, donc ouais, ça fait 20 ans. Difficile, cette question, dans le sens, pour moi, où je prends ma posture aujourd'hui de papa par rapport à mon fils. On peut se prendre la tête, on se prendra encore la tête, et souvent, je pense. Heureusement, c'est fait. Moi, j'espère le faire toujours en bienveillance. Aujourd'hui, je pense le faire en bienveillance et j'ai vraiment à cœur de le faire tout au long de ma vie et de la sienne. Mais voilà, mon père, clairement, toi, pour moi, il a fui, en fait. Il a fui ses responsabilités et c'est comme ça que et ça, pour moi, c'est pas entendable. Alors, la méditation peut m'aider, par exemple, à trouver quelque part une espèce de paix intérieure et savoir pardonner, parce que c'est important de savoir pardonner pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, je suis pas prêt. Je suis encore... Donc il rentrerait là dans la pièce, tu saurais pas trop quoi lui dire aujourd'hui? En tout cas, ce qui est clair, c'est que on aurait une discussion calme, je pense. Ça aurait été il y a 10 ans, je pense que je lui aurais sauté dessus. Ouais. Aujourd'hui, on aura une discussion calme, posée, j'espère la plus constructive possible,
pouvoir se dire qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce laps de temps, parce que 20 ans, mine de rien, quand même, c'est pas rien. Il s'en est passé des choses dans ma vie, et j'imagine dans la sienne, mais effectivement, j'ai aucun contact, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, et j'ai appris à vivre sans. Ouais. Mais bon, après, est-ce qu'il faut vivre seul ou mal accompagné, pour prendre une expression? Moi, j'ai eu l'impression d'être mal accompagné, en fait. Donc c'est assez dur, hein, les mots que j'utilise là, mais c'est quand même une réalité. Donc tu te construis sans, et puis c'est aussi, je pense, fait partie des éléments qui m'ont construit et qui m'ont fait cheminer sur ce métier-là aussi, c'est de se dire non, mais en fait, si je suis là avec vous, je suis vraiment là avec vous, en fait. L'aide que tu aurais pas perçue, par exemple, de la part de ton père aujourd'hui, pour toi, c'est tu viens aussi combler ça en apportant ton aide. Ouais, c'est ça demande le double d'effort, ça demande d'être authentique, d'être vrai. Enfin, en tout cas, je déteste le mensonge, je déteste la fuite. C'est pas des choses pour moi qui sont peut-être inconsciemment, une forme de fuite aussi, de pas pouvoir affronter cette réalité et d'aller lui parler. Mais bon, la question, c'est est-ce que c'est à moi d'aller vers lui vers moi, ou est-ce que c'est pas tout simplement de rentrer dans une communication saine et que on fasse un pas chacun vers l'autre. Mais ça, j'ai que une partie de l'équation, quoi. Donc, Alors, il y a une question fun pour la fin. Ah, on l'a pas dit, mais Sébastien fait du théâtre d'impro. Ouais. Voilà, ça, c'est ton truc. Ouais. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ok. D'ailleurs, je crois que notre complice nous avait dit, donc ta femme, hein, nous avait dit que la première fois ou la première impro, ça avait été un peu chelou, cette histoire. il y a un truc où tu avais été déstabilisé. Alors je sais pas, c'est la première ou c'est la première année, donc avec une troupe là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc du coup, une troupe, on fait un spectacle. Là, tu fais du théâtre à Montauban, c'est ça? Là, je fais du théâtre à Montauban, j'en faisais à Caussade à l'époque, juste à côté, quoi. Et effectivement, un spectacle s'organise en fin d'année, et on avait quand même, c'est l'improvisation, donc on sait pas ce qu'on va dire. Par contre, il y a des jeux qu'on a sélectionnés, il y a que 3 jeux qu'on a sélectionnés, et donc le premier jeu impeccable, je me retrouve face au deuxième jeu, et c'est un binôme. Et là, donc du coup, on doit interagir. Et là, j'ai un blanc. Mais genre un blanc de trac, un blanc de... Blanc du futur, quoi. Il y a rien qui sort. Et là, j'ai la partenaire là sur les planches qui me sort un truc et qui me... Déclic. Wow. Ouais, et qui me sauve, en fait. Et du coup, j'arrive à m'en démêler et à finir comme ça, mais intérieurement, une grande solitude, ouais. Donc, c'était pas facile à vivre, mais ouais, c'est une expérience intéressante. Et alors, pour le théâtre d'impro, il y a Hector qui m'a proposé un petit challenge. Ah. Voilà. Il m'a proposé 3 thématiques sur une impro. Ok. Je vais te les citer. Ouais. Tu nous dis sur quoi tu veux improviser. Ah ouais. Il y a pas de... Carrément. Ouais. T'as pas de latence. Attends, bouge pas. Je vais réfléchir. Je sors. Ah non, c'est pas ça l'impro de toute façon. L'idée, l'impro, c'est... Ouais. Ok. Je te cite les sujets. Tu me dis. Allez, vas-y. Si t'en as d'autres, Eddy. Envoie. À évoquer, écoute. Alors, le premier, c'est un enfant de 8 ans qui explique à ses parents pourquoi il veut absolument un couteau sifflet. Première impro. Ok. Une dispute entre ton pull-over préféré et ta machine à laver. Ouais. Ok. Un Tupperware qui refuse d'aller au micro-ondes encore une fois. Je prends la machine à laver. La machine à laver. Donc une dispute entre ton pull-over préféré et ta machine à laver. Donc le pull se retrouve dans le tambour. Et comment, en fait, il se met à chanter. Il fait, mais là, tu vas me faire tourner la tête. Et là, la machine dit, mais c'est pas. Mais c'est pas le but, en fait. Le but, c'est de te laver le cerveau, en fait. Et en fait, le pull, il est pas ok avec ça, en fait. Il dit, mais non, mais en fait, moi, je suis pas venu pour ça. Et après, le manège démarre, en fait. Et à la sortie, en fait, ils se sont rapprochés. Faut voir que le pull, il était collé. Deux, là. Ouais, voilà.
Et finalement, en fait, ça dit quoi? Ça dit que malgré pas mal de contradictions, des fois, faut quand même y aller, quoi. À la fin, ça peut être sympa. Donc moi, je vous conseille de franchir vos barrières, d'essayer des choses dans vos vies. C'est ça ce sera ma petite phrase de fin. Merci beaucoup, Seb. C'était un vrai plaisir pour moi. J'espère que les questions, les questions, elles étaient gentilles. Ça va. C'était top. Merci à toi. Voilà, en tout cas, j'étais ravi de pouvoir t'accueillir sur le plateau de Hors-Champ. Mais merci, le cadre est vraiment magnifique. Ouais, t'as apprécié? Ouais, carrément. Bon, on va aller faire un petit tour, on va aller manger aussi, nous ont préparé un petit truc. Super. Donc c'est très cool. Merci à toi. Merci à vous les gars. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère que le profil de Sébastien vous a autant inspiré que nous. Pensez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Hors-Champ. Pour ma part, moi je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode avec un nouvel invité, un parcours atypique, un profil complètement différent. J'espère qu'il vous plaira. Donc je vous dis à très vite sur Hors-Champ. Ciao.